Préjugés, volume 2, chapitre 12. Le lendemain matin, Elisabeth, en s'éveillant, retrouva les mêmes pensées et les mêmes réflexions qui avaient fini par lui fermer les yeux. Elle ne parvenait toujours pas à se remettre de la surprise qui lui avait causé les événements de la veille. Il lui était impossible de songer à autre chose. Incapable d'aucun ouvrage, elle résolut peu après le petit déjeuner de profiter du grand air et d'un peu d'exercice. Elle s'apprêtait à suivre d'emblée son itinéraire favori, lorsqu'il lui revint en mémoire que M. Darcy parfois empruntait ce même sentier. Elle s'arrêta donc, et au lieu de pénétrer dans le parc, continua sur le chemin, s'éloignant aussi davantage de la grande route. La palissade du parc servait toujours à borner un de ses côtés, et bientôt elle passa devant l'une des grilles qui donnaient accès au domaine. Elle commença par se promener sur ce chemin, dans un sens puis dans l'autre, 2 ou 3 fois, pour ensuite être tentée par le beau temps, en cette matinée, de faire halte devant le portail pour contempler le parc. Les 5 semaines qu'avait duré son séjour dans le Kent avaient considérablement changé l'aspect de la campagne, et chaque journée ajoutait aux frondaisons des arbres les plus précoces. Elle était sur le point de poursuivre sa promenade, quand elle aperçut une silhouette masculine dans l'espèce de petit bois en bordure du parc. La silhouette bougeait dans sa direction. Craignant que ce ne fût M. Darcy, elle partit en retraite. L'homme, toutefois, qui continuait d'avancer, était maintenant assez proche pour l'apercevoir. Il hâta le pas et prononça son nom. Elle lui tournait le dos, mais s'entendant appeler, et bien que la voix prouvât qu'il s'agissait bien de M. Darcy, revint vers la grille. Il l'avait alors atteinte lui aussi, et tendant une lettre qu'instinctivement elle prit, lui dit d'un air calme et distant. « Je marche dans ce bosquet depuis quelque temps déjà, dans l'espoir de vous rencontrer. Me ferez-vous l'honneur de lire cette lettre ?» Là-dessus, il s'inclina légèrement et retourna sous les arbres. Bientôt, il disparut. Sans en attendre aucun plaisir, mais animée de la plus vive curiosité, Elisabeth décacheta. Elle fut encore davantage étonnée en s'apercevant que l'enveloppe contenait 2 feuillets couverts d'une écriture serrée. L'enveloppe aussi était entièrement écrite. La jeune fille continua sa route et commença sa lecture. La lettre était datée de Rosings à 8 heures du matin. Voici ce qu'on y trouvait. Ne soyez pas inquiète, mademoiselle, en recevant cette lettre, à l'idée qu'elle contienne la répétition des sentiments ou la réitération des offres qui ont provoqué chez vous hier soir tant de dégoût. Je n'écris pas dans l'intention de vous faire de la peine ou de m'humilier, en revenant sur des souhaits qui, pour le bonheur de l'un et de l'autre, ne peuvent trop tôt s'oublier. L'effort nécessité par la rédaction et la lecture de cette lettre aurait pu être épargné si mon honneur n'avait pas exigé qu'elle fût écrite et lue. Il faudra donc me pardonner la liberté avec laquelle je sollicite votre attention. De cœur, je sais que vous ne me l'accorderez pas volontiers, mais j'appelle à votre sens de la justice. Vous m'avez hier accusé de 2 fautes de nature très différente, et loin d'être d'une égale gravité. La première consistait à avoir, sans tenir compte de ce qu'ils pouvaient éprouver l'un et l'autre, détaché M. Bingley de votre sœur. Selon la seconde accusation, j'avais, au mépris de divers droits, de l'honneur et de l'humanité, ruiné dans l'immédiat la prospérité de M. Wickham et brisé son avenir. Si j'avais volontairement et par caprice rejeté le compagnon de ma jeunesse, un jeune homme dont mon père avait ouvertement fait son préféré, qui ne pouvait guère compter que sur notre protection et qui avait été élevé dans l'espoir qu'elle s'exercerait, je me serais rendu coupable d'une vilainie auprès de laquelle la séparation de 2 jeunes gens dont l'affection ne pouvait être le fruit que de quelques semaines ne supporterait pas la comparaison.
mais des reproches sévères qui m'ont été si libéralement dispensés hier soir, dans chacun de ces domaines. J'espère à l'avenir pouvoir être préservée lorsqu'aura été lu le rapport que je vous fais maintenant de mes actes et de leurs motifs. Si dans l'explication que j'en donne et que je me dois à moi-même, je me trouve dans la nécessité de livrer des sentiments susceptibles de vous blesser, je n'ai d'autre ressource que d'en exprimer du regret. Je ne puis faire autrement, et il serait absurde de prolonger mes excuses. Je ne séjournais pas depuis longtemps dans le Hertfordshire quand j'observais, et je n'étais pas le seul, que Bingley préférait l'aînée de vos sœurs à toutes les autres jeunes femmes du pays. Mais ce ne fut pas avant la soirée du bal à Netherfield que je nourris la crainte qu'il pût s'agir d'un attachement sérieux. Souvent dans le passé, j'avais vu mon ami amoureux, mais à ce bal, pendant que j'avais l'honneur de danser avec vous, pour la première fois je découvris, au hasard de la conversation de Sir William Lucas, que l'empressement de Bingley auprès de votre sœur avait largement répandu l'idée qu'ils allaient se marier. Il en parlait comme d'un événement assuré, dont la date seule restait à fixer. À partir de cet instant, je donnai à l'attitude de mon ami une attention particulière et n'aperçus que son inclination pour mademoiselle Bennet excédait tout ce dont j'avais jusque-là été le témoin. J'observais également votre sœur. Son visage était ouvert, ses manières étaient franches, elle faisait preuve d'autant de bonne humeur et de bonne grâce que jamais, mais sans trahir d'affection particulière. Je demeurais donc convaincue, au terme de mon examen de la soirée, que si elle accueillait ses soins avec plaisir, elle ne le provoquait pas par la réciprocité de ses sentiments. Si vous ne vous êtes pas trompé sur ce point, l'erreur ne peut être que mienne. Vous connaissez votre sœur mieux que moi, ce qui rend probable cette hypothèse. S'il en est ainsi, j'ai été amenée par ma méprise à lui causer de la peine. Votre ressentiment n'a pas été déraisonnable, mais je n'hésiterai pas à affirmer que la sérénité qui se découvrait sur le visage et dans l'attitude de votre sœur était de nature à donner à l'observateur la plus pénétrante assurance que, aussi conciliant que fût son caractère, son cœur ne pouvait être facilement touché. Je ne nierai pas que j'étais désireux de la croire indifférente, mais je me hasarderai à dire que mes recherches et mes décisions ne sont pas d'ordinaire influencées par mes craintes ou mes espérances. Je ne concluais pas à son indifférence parce que tel était mon souhait. J'y vins au terme d'une enquête impartiale. Ma conviction avait autant de bonne foi que mes souhaits de fondement rationnel. Mon objection à ce mariage ne se limitait pas à celle dont hier j'ai reconnu que, dans mon propre cas, seule la passion la plus forte pouvait les surmonter. Le défaut d'une alliance de famille ne pouvait représenter pour mon ami un écueil aussi grand que pour moi. Mais s'il existait d'autres raisons de se montrer réticent, des raisons que, bien qu'elles n'aient pas disparu, et gardent la même importance dans nos deux situations, parce que je les avais plus sous les yeux, j'avais personnellement tenté d'oublier. Ces raisons, il me faut les énoncer, même si brièvement. La condition de la famille de votre mère, bien qu'entraînant des inconvénients, ne représentait rien en comparaison de la correction absolue, si fréquemment, je dirais presque si uniformément, manifestée tant par elle que par vos 3 sœurs cadettes. J'y ajouterai même occasionnellement votre père. Pardonnez-moi, cela me coûte de vous offenser. Mais au milieu du souci que vous causent les défauts de vos proches et de l'amertume que vous ressentirez à vous les voir rappeler, vous trouverez une consolation dans la pensée que chacun s'accorde à le reconnaître, votre sœur aînée et vous-même, échappez par votre conduite à une réprobation de ce genre, pour le plus grand honneur du jugement et du caractère de l'une et de l'autre. Je n'en dirai rien de plus, sinon qu'après cette soirée, l'opinion qui m'était faite de ces différentes personnes fut confirmée, et que tous les motifs qui m'auraient poussé à garantir mon ami d'une alliance que j'estimais particulièrement malencontreuse se trouvèrent renforcés. Il quitta Netherfield pour Londres le lendemain,
comme je suis sûre que vous vous souvenez, dans l'intention de revenir bientôt. Il me faut à présent expliquer le rôle que j'ai tenu. L'inquiétude de ses sœurs avait été mise en éveil autant que la mienne. Nous ne tardâmes pas à découvrir la concordance de nos sentiments, convaincus tous les trois qu'il n'y avait pas de temps à perdre si nous voulions détacher leur frère de votre sœur. Vite, nous prîmes la décision de le rejoindre aussitôt à Londres. Nous partîmes donc, et là j'acceptai volontiers l'office de montrer à mon ami les inconvénients qui résulteraient assurément d'un tel choix. Je les représentai avec force et sérieux. Cependant, quel qu'ait pu être l'effet de cette remontrance pour ébranler ou retarder sa détermination, je ne pense pas qu'elle eût suffi à empêcher le mariage si elle n'avait été appuyée par l'assurance que je n'hésitais pas à lui donner de l'indifférence de votre sœur. Il avait cru jusque-là qu'elle répondait à son affection par un sentiment sincère, sinon de même force que le sien. Mais Bingley a reçu en partage une grande modestie, et se fit plus à mon jugement qu'au sien. Le convaincre donc de son erreur ne comporta pas beaucoup de difficultés. Le persuader de ne pas retourner dans le Hertfordshire, une fois cette conviction acquise, fut l'œuvre d'un moment. Il m'est impossible de regretter d'avoir agi de la sorte. Il n'y a en toute cette affaire qu'un seul aspect de ma conduite auquel je ne réfléchis pas avec satisfaction. Je me suis abaissée à recourir à un artifice en cachant à Bingley la présence à Londres de votre sœur. Je la connaissais, tout comme mademoiselle Bingley, mais aujourd'hui encore son frère l'ignore. Nous pouvions sans doute envisager une rencontre sans en craindre la conséquence, mais son affection ne me paraissait pas suffisamment éteinte pour qu'il pût la voir sans danger. Peut-être cette dissimulation, ce déguisement, fut-il indigne de moi. Tant pis, c'est fait, et ce fut fait dans les meilleures intentions. Sur ce sujet, je n'ai plus rien à ajouter, je n'ai plus d'autre excuse à faire valoir. Si j'ai blessé votre sœur dans ses sentiments, ce fut à mon insu. Les raisons qui m'ont dicté ma conduite peuvent, et c'est bien naturel, vous paraître manquer de solidité, mais je n'ai pas encore appris à les condamner. Pour ce qui est de l'autre chef d'accusation, plus important celui-là, qui concerne mes torts à l'égard de M. Wickham, je ne puis y répondre qu'en ne vous cachant rien des rapports de cet homme avec ma famille. Le grief précis dont il a fait état, je l'ignore, mais de la vérité de ce que je vais vous révéler, je puis fournir plus d'un témoin dont la bonne foi ne peut être mise en doute. M. Wickham est le fils d'une personne très respectable, qui pendant de nombreuses années se fit confier la gestion de tout le domaine de Pemberley. La probité avec laquelle il s'acquitta de sa charge inclina tout naturellement mon père à lui rendre service, et envers George Wickham, dont il avait fait son filleul, par suite il ne fut pas avare de ses bontés. Mon père subvint à ses besoins au collège, puis à Cambridge. Ce furent des secours très substantiels, car son propre père, sans cesse à court d'argent en raison de la prodigalité de sa femme, aurait été dans l'incapacité de lui donner l'éducation nécessaire pour tenir son rang dans la société. Mon père n'était pas seulement féru de la compagnie de ce jeune homme, dont les manières furent toujours engageantes. Il avait aussi de lui la plus haute opinion, et dans l'espoir qu'il choisirait pour sa profession d'appartenir au clergé, avait prévu de lui donner un bénéfice. Quant à moi, depuis longtemps déjà, j'avais commencé à porter sur lui un tout autre jugement. S'étendant au vice, son manque de principe, qu'il dissimulait soigneusement à son meilleur ami, ne pouvait échapper à l'observation d'un jeune homme d'un âge proche du sien, qui avait l'occasion, à la différence de M. Darcy, de le voir en des instants où il ne se tenait pas sur ses gardes. Une fois de plus, je vais vous causer de la peine. Jusqu'à quel point, vous seul pouvez le dire. Mais quels que soient les sentiments que M. Wickham a fait naître,
Mes soupçons quant à leur nature ne m'empêcheront pas de vous dévoiler la vérité sur son personnage. J'y trouvais même une raison d'agir supplémentaire. Mon excellent père est mort il y a près de 5 ans. Son attachement à M. Wickham se démentit si peu jusqu'à la fin que dans son testament il me recommandait avec soin d'aider à son avancement dans la carrière qu'il aurait choisie, du mieux qu'il me serait possible. S'il entrait dans les ordres, il voulait que lui fût octroyé un bénéfice lucratif dont la famille disposait, aussitôt qu'il deviendrait vacant. Cela s'accompagnait d'un legs de 1000 livres. Son père ne survécut pas longtemps au mien, et moins de 6 mois après ces événements, M. Wickham m'écrivit pour m'informer qu'ayant finalement résolu de ne pas entrer dans les ordres, il espérait que je ne jugerais pas déraisonnable de sa part d'ambitionner dans l'immédiat un avantage pécuniaire au lieu d'attendre une place dans l'Église qui ne lui servirait de rien. Il songeait, ajoutait-il, à étudier le droit, et il ne pouvait m'échapper que pour ce faire, les intérêts de 1000 livres constitueraient une ressource très insuffisante. Je souhaitais le croire sincère plus que je ne le crus, mais de toute manière j'étais parfaitement disposée à accéder à sa proposition. Je savais que M. Wickham ne devait pas faire un pasteur. L'affaire en conséquence fut bientôt réglée. Il abandonna toute prétention à mon appui dans une carrière ecclésiastique au cas où il serait jamais en état d'en bénéficier, et en retour accepta la somme de 3000 livres. Nos relations paraissaient désormais définitivement closes. J'avais de lui trop mauvaise opinion pour l'inviter à Pemberley ou pour à Londres admettre de le fréquenter. Je crois que c'est dans la capitale qu'il vécut principalement, mais ses études de droit n'étaient qu'une façade. Libre désormais de toute contrainte, il mena une vie oisive et déréglée. Les 3 années qui suivirent, j'entendis peu parler de lui, mais lorsque mourut le titulaire du bénéfice qu'on avait prévu de lui donner, il s'adressa de nouveau à moi dans une lettre pour être présenté à cette charge. Sa situation financière, m'assurait-il, et je n'avais pas de peine à le croire, était particulièrement mauvaise. Il avait trouvé les études de droit de bien maigre profit et se disait entièrement résolu à entrer dans les ordres si j'acceptais de lui donner accès aux bénéfices en question. En ces tissus, il manifestait une entière confiance, car il savait bien qu'il n'existait aucune autre personne que j'eusse à établir, et je ne pouvais avoir oublié les intentions de mon vénéré père. Vous ne sauriez me tenir rigueur d'avoir refusé de céder à cette instance ou d'avoir résisté à toutes ces répétitions. Son ressentiment fut à la mesure de ses embarras, et je ne doute pas que les injures dont il m'abreuva dans sa conversation avec autrui égalèrent en violence les reproches dont il me couvrit. Passé ce temps, nous ne prétendîmes plus nous connaître. Comme il fit pour subsister, je l'ignore. Mais l'été dernier, il se rappela de nouveau à mon souvenir de la manière la plus pénible qui soit. Il me faut à présent parler d'une circonstance que j'oublierai moi-même bien volontiers et qu'aucune obligation moindre que la présente ne pourrait m'amener à porter à la connaissance de quiconque. Après avoir dit cela, je sais compter sur votre discrétion. Ma sœur, qui est de plus de 10 ans ma cadette, fut placée sous la tutelle du neveu de ma mère, le colonel Fitzwilliam, et de moi-même. Il y a environ 1 an, elle fut retirée de sa pension et nous l'installâmes à Londres dans sa maison. L'été dernier, elle accompagna à Ramsgate la dame qui gouvernait son ménage. Monsieur Wickham s'y rendit aussi, certainement avec des intentions bien arrêtées, car la suite prouva qu'il connaissait déjà Madame Young, sur le compte de laquelle nous avions le malheur de nous être lourdement trompés. Sa connivence et son aide lui permirent de se recommander à Georgiana, dont la nature affectueuse n'avait pas oublié la bienveillance de Wickham à son égard dans son enfance, au point de lui donner à croire qu'elle était amoureuse
et après avoir rapporté son imprudence, je suis heureux de pouvoir ajouter que c'est à elle que je dois d'en avoir été informé. Je les rejoignis à l'improviste un jour ou deux avant la date fixée pour leur départ, et alors Georgiana, incapable de supporter l'idée de peiner et d'offenser un frère qu'elle révérait presque à l'égal d'un père, ne me laissa plus rien ignorer. Vous n'aurez pas de difficulté à imaginer ce que je ressentis et les mesures que je pris. Le soin que j'avais de la réputation et de la sensibilité de ma sœur m'empêcha de dénoncer publiquement les coupables, mais j'écrivis à M. Wickham, qui immédiatement quitta la ville. Madame Young, bien sûr, se vit retirer sa charge. Le principal objet de M. Wickham, sans nul doute, était la fortune de ma sœur, qui s'élevait à 30 000 livres, mais je ne pus m'empêcher de penser que l'espoir de se venger de moi constituait un puissant motif. Sa vengeance, certes, eût été complète. Ce qui précède, mademoiselle, est le récit fidèle de tous les événements auxquels nous avons l'un et l'autre été mêlés. Et si d'emblée vous ne les rejetez pas comme mensongers, j'espère que dorénavant vous m'acquitterez d'une accusation de cruauté envers M. Wickham. Je ne sais de quelle manière, sous quel déguisement, il a surpris votre bonne foi, mais son succès n'a peut-être pas de quoi étonner. Ignorant tout de ce qui nous concernait tous deux, vous n'aviez pas la possibilité de le confondre, et le soupçon n'entrait certainement pas dans votre nature. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je ne vous ai pas tout dit hier soir, mais je n'étais pas alors assez maître de moi pour savoir ce qu'on pouvait ou devait révéler. Pour témoigner de la véracité de mon récit, je puis faire appel en particulier au colonel Fitzwilliam, qui, en raison de notre proche parenté et de notre intimité constante, et encore plus en qualité d'exécuteur testamentaire de mon père, inévitablement s'est trouvé informé de tous les détails de ces transactions. Si la version que je vous inspire est telle qu'elle ôte toute valeur à mes affirmations, vous ne pourrez pour la même raison vous empêcher de croire en celle de mon cousin. Afin que vous ayez une possibilité de le consulter, je tâcherai de trouver l'occasion de mettre cette lettre entre vos mains dans le courant de la matinée. J'ajouterai seulement que Dieu vous garde. Fitzwilliam Darcy.